Donc rebonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle, sur l'espace dédié à ce site. Donc voilà le site tel qu'il se présente, mécanique universelle, la mécanique universelle, voilà, avec les chapitres sur le côté, l'index, etc. De l'animal à l'homme, le bien et le mal, l'homme, l'humain, de l'homme à l'humain, le bonheur, l'amour est dans l'atome, la conscience, qu'est-ce que c'est comment j'interprète ça, la conscience? Le hasard et la destinée, selon moi, il n'y a pas de hasard. Le langage du vivant, le langage inapparent du vivant, comment le vivant nous parle en réalité, et avec d'autres types de langage. Hein, voilà, c'est par exemple, le symptôme, c'est un langage. Voilà, quand on a un symptôme, quand on fait des excès, on a un symptôme qui dit attention, voilà, si tu continues, etc. Et donc, on doit apprendre aussi à élever la conscience humaine aux autres langages. La mort, voilà, j'explique que j'essaie de démontrer que on meurt forcément dans l'extase. On passe toujours par un état d'extase, même si avant il y a de la souffrance, de l'angoisse, de la peur, etc. À un certain moment, le cerveau accepte, l'être humain passe par l'état d'extase, et l'état d'extase, c'est un état d'amour absolu, un état où il n'y a plus la crainte, un état où... Voilà. Alors pourquoi il y a ce sas dans le passage de la vie à la mort? Voilà, ça sera à comprendre par l'humanité. Donc voilà, là j'étais sur l'idée que l'extase, donc la théorie, cette théorie essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est l'extase, entre autres. Hein. Mais c'est l'extase, donc ou le nirvana, l'éveil, la béatitude, comme en parle euh, Spinoza. Voilà, cet état, la joie, peu importe comment on va appeler cet état-là, mais c'est l'humanité va vers cet état, qui est un état de sérénité absolue, de paix absolue, d'amour absolu. Et selon moi, quand j'ai imaginé ça, donc dans les années 2000, voilà, ce texte-là par exemple date de 2002, quand j'ai imaginé cela, j'ai pensé que, après avoir expérimenté, j'ai expérimenté accidentellement cet état d'extase, quelques temps après avoir découvert ma théorie, je suis tombé dans cet état, voilà, je ne savais pas vraiment ce qui se passait, mais et j'ai pas compris sur l'instant ce que je vivais, je l'ai simplement vécu, parce que c'est un état de contemplation absolue, donc on ne pense pas, on ne réfléchit pas, on n'analyse pas dans cet état-là. Donc plus tard, quelques mois après, je suis revenu sur cet état, sur cette expérience que j'avais vécue, et je me suis remémoré tout ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé pendant cette semaine-là. On le retrouve sur la mécanique universelle à des endroits, j'en parle, voilà. Euh, et donc je vous renvoie à la lecture. Bon, il faut trouver, je sais moi-même pas où les choses se tiennent, parce que ça fait d'abord longtemps, et puis ça s'est construit comme ça de façon désordonnée. J'ai pas fait d'études, donc j'ai pas les structures de l'universitaire pour faire des chapitres bien cohérents, des trucs qui se suivent. Voilà, et ça va très bien avec Internet. Hein. On arrive sur une page par hasard, et voilà. Donc, ça s'est construit comme ça, j'y peux rien. Et donc, à un certain moment, quelques 2 ans après, j'avais vu un reportage sur les baleines, et en regardant leur vie, j'ai pensé, et je suis convaincu, qu'elles ont atteint cet état d'extase, que l'humanité cherche à atteindre aussi, d'une autre manière. Sur la Terre, elles l'ont atteint en mer, et on va voir pourquoi je pense cela. Voilà. Alors,
donc là, c'était l'introduction. Je, je critique un peu l'orgueil humain qui ne peut pas atteindre, qui n'a pas suffisamment d'empathie pour comprendre la réalité de ce que ressentent les autres espèces et donc les autres mammifères, par exemple. On n'arrive pas à élever encore notre conscience là-dedans. Tout un travail est fait. Il y a une nouvelle science, l'éthologie, qui s'occupe, c'est l'étude des animaux, mais enfin du vivant et de ces interactions. Voilà. Et là, on va avancer vers cette compréhension et ça va forcer le respect humain. On va être obligé d'avancer vers ça. Voilà, ça fait partie de notre évolution aussi. Alors, donc on était arrivé là, voilà l'élevage intensif, etc. Alors, la sensibilité comme horizon. Alors, heureusement, le principe du vivant dispose de mécanismes de protection. Lorsqu'un système exagère, il engendre une force opposée et plus forte pour le corriger. Voilà, c'est là où on sent, et c'est exactement ce qui se passe avec l'ultralibéralisme, le néolibéralisme. Il a créé les conditions pour qu'on le renverse, en somme, pour que on aille, pour que il a tellement exagéré, il est rentré dans la toute-puissance, ces dominants, ce système dominant qui s'est imposé dans les années 90, dans les fin 80, à la chute du mur de Berlin, quand le communisme, donc, qui opposait ses valeurs au capitalisme, au libéralisme, et donc le communisme maîtrisait en fait le capitalisme, l'empêchait d'exagérer et réciproquement, le capitalisme empêchait le communisme d'exagérer aussi, d'une certaine façon, l'obliger à aller vers plus de liberté, etc. Et de l'autre côté, le communisme obligeait le capitalisme à aller vers plus de social. Voilà. Et donc, tant qu'il y avait cet équilibre, le bonheur était présent sur le système. Et quand un système n'a plus de garde-fou, en somme, eh ben, que ce soit le communisme, il va rentrer dans la dictature absolue, et le capitalisme, il va rentrer dans l'obscénité totale. Et c'est ce qui s'est passé avec le néolibéralisme. Le néolibéralisme, il est tombé dans la toute-puissance à partir des années 90. Et c'est voilà, une seule chose qui paraît incroyable et que les médias ont réussi à nous faire digérer, parce qu'en fait, les médias appartiennent à cette oligarchie, et donc ils révèlent les choses, mais en nous les faisant admettre. Par exemple, des choses qui sont inadmissibles. Par exemple, entre 90 et 2000, en 10 ans, le salaire des riches, des patronats, a augmenté. Avant, il était de 100 fois le salaire d'un ouvrier, par exemple, et 10 ans après, il était 400 fois le salaire d'un ouvrier. Et tout ça, ça devrait offusquer si les médias n'appartenaient pas à l'oligarchie. Ces journalistes seraient totalement indignés, comme ils savent s'indigner face à la guerre, face à la Chine, face à la Russie, etc. Les journalistes savent tout à fait s'indigner devant ce qui les intéresse, mais ils ne se sont pas indignés devant cette obscénité qui était les écarts qui se creusaient grâce au néolibéralisme. Et donc, cette exagération, elle finit par exploser. Le monde ne peut plus supporter ça. Alors, un système dominant, quand il rentre dans la toute-puissance, il devient sourd, il ne peut pas se réformer lui-même. Il ne peut pas, par conscience, là on le voit,
le monde occidental ne peut pas se dire, bon là, il faut qu'on change de modèle, il faut qu'on... Voilà, on doit changer de façon de nous comporter parce que c'est plus supportable, le peuple ne peut plus le supporter, les peuples ne peuvent plus le supporter, donc on va se réformer avant qu'on nous y oblige. Ça, un système, quand il est dans la toute-puissance, ne peut pas faire ça. Il doit aller au bout, il est dans cette surdité. Et c'est exactement ce qui se passe là. Le monde occidental est dans une surdité vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis d'un monde qui veut être universel, qui veut s'universaliser, vis-à-vis de la fin de l'impérialisme, etc. Tout ça, c'est très difficile pour lui pour comprendre. C'est mécanique comme ça. Malheureusement, c'est un principe. Voilà. Alors, heureusement, le principe du vivant dispose de mécanismes de protection. Lorsqu'un système exagère, il engendre une force opposée et plus forte pour le corriger. C'est pourquoi, même si, sous la domination de ce système hyper-consommateur, une petite partie des êtres humains ont perdu toute conscience de la valeur de la vie, la majorité humaine est de plus en plus sensible à ses semblables et aux autres espèces. Voilà, les enfants, là, ils naissent avec, et partout sur la planète, avec un amour de la nature qui devient, et qui, grâce aux médias, justement, peut se répandre et s'universaliser. Le développement progressif de la sensibilité humaine a fait apparaître une multitude d'associations œuvrant pour la défense des animaux. L'essor de l'empathie a également stimulé la création. De multiples reportages et films animaliers ont ouvert l'esprit des enfants à la beauté des autres espèces animales. Cette nouvelle conscience permet d'améliorer sans cesse la relation humaine avec le monde vivant. Un sondage planétaire demandant aux enfants s'ils sont pour ou contre la chasse aux baleines nous rapprocherait vraisemblablement de 100% d'hostilité à cette pratique barbare. Elle existait encore à l'époque, en 2000, là, et je pense qu'il y a encore des endroits où on l'accorde parce qu'on n'a pas compris que la baleine a atteint la sainteté. C'est comme si on tuait un saint en réalité. C'est ce que j'ai compris à cette époque-là. D'améliorer, voilà, avec le monde. À cette pratique barbare. Ce nouveau rapport de l'enfant à l'animal est relativement récent dans l'humanité et ces enfants seront au pouvoir dans quelques décennies. Les livres de jeunesse édités au siècle dernier célébraient la chasse de baleines. Ces mêmes ouvrages aujourd'hui glorifient le mammifère marin. Voilà. Et l'humanité est en évolution. Nous allons vers notre ultime perfection. Voilà, la perfection humaine. Philosophie et éthologie. Le langage animal vers son déchiffrement. La science chargée de déchiffrer le comportement animal s'appelle éthologie. Elle est relativement récente, mais extrêmement active. Depuis de nombreuses années déjà, des chercheurs essaient de comprendre le langage animal. Ils cherchent à établir un dialogue entre nous et les autres espèces. Tiens, ça me fait penser à une chose. Voilà. Cette science, elle est extraordinaire. Et je pense que de nombreux étudiants, s'ils en avaient vraiment la conscience de son existence, iraient dans cette voie. Et ce qui manque, c'est qu'elle n'est pas éclairée dans les médias. Voilà, il faudrait quasiment des émissions qui parlent de l'éthologie, qui donnent la parole à des éthologues, etc., qui montrent cette nouvelle science et toutes les découvertes. Ça commence à arriver. Mais on ne parle pas assez de cette science pour donner envie aux étudiants de s'engager dans cette recherche-là. Voilà. C'est mon avis, c'est une petite aparté. Depuis de nombreuses années déjà, des chercheurs essaient de comprendre le langage animal. Ils cherchent à établir un dialogue entre nous et les autres espèces.
À mon sens, ce langage sera un jour décodé et traduit. Un jour, on arrivera à communiquer avec, avec les autres espèces, comme le hiéroglyphe le fut en son temps. Et j'ai regardé, tiens, c'est curieux, voilà, les choses sont les, les synchronicités. Il y a quelques jours, j'ai regardé le, 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 le documentaire de Arte sur Champollion et sur son amitié, sur l'amour qu'il y avait entre ses deux frères et sur la difficulté, sur la résistance pour arriver à déchiffrer, à comprendre cette chose-là. Et c'est là où il y a, dans les relations universelles, il y a bien sûr le pire qui est la colonisation et la mauvaise colonisation, les mauvais côtés de la colonisation, etc. Mais il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi des choses extrêmement positives. Et il faudra pouvoir s'excuser des choses négatives pour que autrui puisse nous dire, bon, oui, mais on voit aussi le côté positif que vous avez, qui s'est passé. C'est très important qu'on puisse en arriver là. Et on y arrivera. Nous parviendrons probablement à établir un véritable dialogue interespèce, au moins avec les autres grands mammifères. Oui, parce que ça sera peut-être plus dur avec les crocodiles. Cette réussite me semble souhaitable. Elle nous permettrait d'ajouter aux notions d'intelligence et d'adaptation dont nous les savons riches, les notions d'affection, et c'est ma conviction, de spiritualité vers les autres espèces, aux autres espèces. Nous pourrions alors véritablement saisir la signification de certaines attitudes auxquelles la pensée humaine semble ne pas encore avoir réfléchi. Par exemple, la conduite des éléphants face à la mort d'un de leurs congénères. Par exemple, le regard profond de certains grands primates. L'altruisme évident de la plupart des mammifères ou la remarquable douceur, l'amour profond dont semblent capables les grandes baleines. Il est évident qu'il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre du monde vivant. L'extase chez les baleines. Plusieurs voies mènent à l'extase. L'ascèse est une des voies menant à l'extase, mais ce n'est pas la seule. L'ascèse que connaissent les êtres humains, les sages, voilà, les expérimentateurs dans l'humanité qui cherchent à atteindre cet état d'extase, peuvent le faire par l'ascèse, par tout ce que toutes les grandes religions ont fait des sortes de manuels comment atteindre cet état d'extase qui est la fusion avec le principe créateur, la fusion avec le divin. Et comment arriver à atteindre cet état-là. Toutes les grandes religions savent ce que c'est que l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on l'appelle. Tous le savent. Et donc, il y a des techniques. L'ascèse en est une. Voilà. Dans le soufisme, il y a différentes voies. Il y a les derviches tourneurs qui tournent comme ça. C'est en Turquie. Et donc, ils atteignent, dans cette danse avec de la musique, ils atteignent cet état d'extase. Les soufis en Afghanistan, c'est à travers le dhikr, la façon de dire le nom de Dieu, etc., les centaines de noms du divin, le grand, le Seigneur, l'impérissable, voilà, il y a tout un tas de noms comme ça, le plein d'amour, etc., etc. Et en l'annonant, c'est le dhikr, ils atteignent cet état-là, ils cherchent à atteindre cet état-là. Voilà, je vous renvoie à des vidéos que vous pouvez trouver même sur la mécanique universelle, sur mon site, mais sinon sur YouTube, d'Arnaud Desjardins sur les soufis d'Afghanistan et sur les moines zen. Et vous allez voir des vidéos qui sont extraordinaires sur l'extase, justement. Alors, l'ascèse est une des voies menant à l'extase, mais ce n'est pas la seule.
La plupart du temps, lorsque nous parlons de sentiments, nous oublions qu'il s'agit avant tout d'une sensation intime. L'explication de cette sensation ou son analyse sont totalement dissociées de l'expérience. Certes, l'aptitude à formuler et à analyser ses impressions et ses émotions est une chose unique. Nous disposons de cette aptitude à expliquer, à écrire un livre entier sur l'extase, à démontrer comment ça se passe, etc. Mais ça n'équivaudra jamais la sensation que nos organes, que notre organisme, que notre corps a dans cette sensation. On peut écrire sur l'amour des livres entiers et décrire exactement ce qui se passe corporellement et tout, mais ça n'aura pas la même dimension que la vibration que notre corps peut ressentir au contact de quelqu'un que nous aimons. Voilà, d'une caresse, ce que le corps, ce que notre organisme ressent, notre esprit ressent, c'est complètement dissocié de l'analyse, de l'explication de cette chose-là. Et c'est pareil pour l'extase. Alors, certes, l'aptitude à formuler et à analyser ses impressions et ses émotions est une chose unique dans la vie, dans le système vivant. Elle nous offre l'ascendant sur toutes les autres espèces. Mais cette qualité n'a rien à voir avec le sentiment lui-même. Voilà, l'amour entre une vache et son veau, il est absolument équivalent à l'amour que nous connaissons chez les hommes. La sensation, c'est ce que nous avons d'absolument commun avec toutes les autres espèces. La seule différence, c'est que nous pouvons l'analyser, nous pouvons faire des livres, nous pouvons faire des théories, nous pouvons en parler comme je le fais là. Voilà. Mais c'est le fond, c'est la sensation, c'est l'émotion. Voilà. La réalité d'une sensation n'est pas ce que l'on peut en dire, c'est ce que l'on ressent. Et cette faculté de ressentir, nous la partageons avec la plupart des autres animaux de la création. Notre seule différence est de pouvoir la conceptualiser, l'expliquer. L'extase n'est pas un concept. L'état extatique, par exemple, est une sensation intime et personnelle. Elle est tout à fait indépendante de l'explication que pourrait en faire un être humain à qui il manque la parole, et capable, comme n'importe qui, d'accéder à ce genre d'expérience. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je continuerai sur une autre parce que ça fait des vidéos trop longues sinon. Voilà, je vous renvoie à l'écoute de la prochaine. Merci de votre écoute. À très bientôt.